Et si je vous disais que le moyen le plus efficace d'amener quelqu'un à faire quelque chose, c'est de lui suggérer de faire l'exact contraire. Ça semble absurde, n'est-ce pas? Pourtant, c'est l'un des outils psychologiques les plus puissants qui soit, une stratégie déjà utilisée par les anciens stoïciens. Aujourd'hui, nous allons parler d'une erreur quasi universelle que commettent 99% des gens lorsqu'ils tentent de convaincre. Nous allons voir comment la psychologie inversée, ancrée dans la sagesse du stoïcisme, peut transformer radicalement votre quotidien. Trop souvent, nous essayons de foncer tête baissée en multipliant les demandes directes et les arguments logiques, mais c'est le meilleur moyen de finir frustré. Regardez cette vidéo jusqu'au bout. Vous n'allez pas seulement découvrir une simple astuce, mais toute une philosophie qui vous aidera à reprendre le contrôle là où vous vous sentiez impuissant. Vous comprendrez enfin pourquoi les sages de l'Antiquité attachaient tant d'importance au fait de lâcher prise pour obtenir ce qu'ils désiraient. Commençons par la base. Nous vivons dans un monde où tout le monde cherche à influencer tout le monde, les parents avec leurs enfants, les patrons avec leurs employés, les marques avec leurs clients. Notre réflexe naturel, inculqué depuis l'enfance, c'est la persuasion directe. On aligne des arguments que l'on juge imparables, on joue sur l'émotion, on demande, on insiste et parfois même on exige. Mais pourquoi cela échoue-t-il si souvent? La réponse tient en un concept, la réactance psychologique. Dès qu'une personne sent que sa liberté de choix est menacée, elle résiste instinctivement. Plus vous poussez, plus elle se braque. C'est un mécanisme de défense de notre psyché qui crie « c'est moi qui décide de ce que je fais ». C'est précisément là que les stoïciens entrent en jeu. Marc Aurèle, Sénèque, Épictète, ces hommes étaient des maîtres de la psychologie humaine. Ils avaient compris que la seule personne que nous pouvons réellement contrôler, c'est nous-mêmes. Alors, au lieu de chercher à briser la volonté d'autrui, ils ont appris à composer avec elle, un peu comme un judoka expérimenté qui utilise la propre force de son adversaire pour le faire basculer. Alors, la première et plus grande erreur que nous commettons tous, c'est de croire au pouvoir de la force. On s'imagine qu'en étant assez persuasif et insistant, l'autre finira forcément par céder. On accumule les preuves, on construit des raisonnements imparables, on hausse le ton, on a l'impression de mener un dialogue rationnel, mais en réalité, on s'attaque directement à l'autonomie de notre interlocuteur. Imaginez que vous poussiez un ballon géant devant vous. Plus vous exercez de pression, plus la résistance est forte. C'est exactement ce qui arrive avec la volonté humaine. La pression directe est presque toujours perçue comme une agression, comme une tentative de nous voler notre droit de choisir. Résultat, au lieu d'obtenir un accord, on se heurte à un mur d'entêtement, de frustration et à un désir viscéral de faire tout l'inverse. Et le plus absurde, c'est que la personne peut être d'accord avec vous au fond d'elle-même. Mais le simple fait de se sentir acculée va la pousser à défendre la position opposée juste pour sauver son indépendance. Prenons un exemple classique, la relation entre un parent et son adolescent. Le parent lui dit « Il faut que tu travailles davantage tes maths, sinon tu vas rater tes examens et tu n'auras aucun avenir. » Du point de vue du parent, c'est une remarque pleine de bon sens et de bienveillance. Mais qu'est-ce que l'ado, lui, entend vraiment? Il entend « Tu es nul. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi, je sais mieux que toi, alors fais ce que je te dis. » Sa liberté de choix est attaquée de front. Et sa réaction? Il se met à détester les maths encore plus qu'avant. Il peut même aller jusqu'à faire l'inverse par pur esprit de contradiction, quitte à saboter son propre avenir, juste pour prouver qu'il reste maître de sa vie. Le parent, lui, se retrouve piégé. Plus il insiste, plus la résistance s'intensifie. Il finit par monter d'un cran, il punit, il supprime des privilèges. Mais cela ne fait que conforter l'adolescent dans sa lutte pour l'indépendance. Au final, tout le monde est perdant. L'objectif n'est pas atteint, les notes ne s'améliorent pas, et la relation est brisée pour un bon moment. C'est l'illustration parfaite de la manière dont de bonnes intentions, lorsqu'elles se transforment en pression directe, mènent droit à la catastrophe. Cette même dynamique se retrouve dans nos relations personnelles. Prenons l'exemple d'un partenaire qui dirait à l'autre « On devrait passer plus de temps ensemble, tu ne fais plus attention à moi ».
À première vue, c'est une demande tout à fait légitime. Mais pour celui qui la reçoit, cela peut sonner comme un reproche ou une injonction. Tu n'es pas à la hauteur, tu ne fais pas assez d'efforts, tu dois changer. Instantanément, l'autre se braque. Au lieu de proposer avec joie un moment à deux, il se met à se justifier, à argumenter, ou finit par s'isoler encore plus. Pourquoi ? Parce que désormais, le temps passé ensemble n'est plus associé au plaisir, mais au poids de l'obligation et de la culpabilité. Vouloir obtenir de l'affection ou de l'attention par la contrainte est une bataille perdue d'avance. L'amour et l'attention sont des cadeaux que l'on offre de plein gré. Dès qu'ils deviennent l'objet d'une négociation ou d'une exigence, ils perdent toute leur valeur. C'est là toute l'ironie. En voulant forcer l'intimité, nous ne faisons qu'éloigner l'autre, creusant un fossé là où nous voulions construire un pont. Voyons maintenant ce qui se cache réellement sous le capot. Pourquoi réagissons-nous si vivement quand on essaie de nous convaincre ? Comme nous l'avons évoqué, ce phénomène porte un nom, la réactance psychologique. C'est le psychologue Jack Brem qui a théorisé ce concept dans les années 60. Le principe est simple, nous tenons par-dessus tout à notre liberté. Dès qu'une personne ou une situation semble menacer notre liberté de choix, nous ressentons un besoin irrépressible de la reconquérir. Et le moyen le plus direct d'y parvenir, c'est de faire exactement l'inverse de ce qu'on nous impose. Ce n'est pas une réaction logique, mais une réponse émotionnelle, presque instinctive. C'est un mécanisme ancré en nous par l'évolution, car savoir prendre ses propres décisions a longtemps été une question de survie. Alors, quand vous dites à quelqu'un « tu dois », vous appuyez sur un bouton très ancien et extrêmement sensible dans son cerveau. Ce bouton déclenche une alarme immédiate. Alerte, menace sur l'autonomie. À cet instant, tous vos arguments rationnels sont noyés par le hurlement de cette sirène. Votre interlocuteur cesse de vous écouter, il entre en résistance pour protéger sa liberté. D'accord, le message est clair, la pression directe ne mène nulle part. Alors quelle est la solution ? Elle tient en deux mots, la psychologie inversée. Mais entendons-nous bien sur les termes. La psychologie inversée, ce n'est pas simplement dire « ne fais pas ça » en espérant que l'autre fera le contraire. C'est un art bien plus subtil. C'est une stratégie qui consiste à façonner un environnement où la personne arrive d'elle-même à la conclusion que vous souhaitez, tout en étant intimement convaincue qu'il s'agit de son propre choix. Ce n'est pas de la manipulation, c'est une compréhension profonde de la nature humaine. Imaginez que vous cessiez de pousser une balle et qu'à la place, vous modifiez doucement le relief du terrain pour qu'elle roule naturellement dans la direction voulue. Au lieu d'attaquer leur liberté de choix, vous allez, au contraire, la valoriser. Vous redonnez à l'autre le sentiment de contrôler la situation, et c'est précisément à cet instant, quand les barrières tombent et que la pression s'évapore, que l'esprit s'ouvre aux idées nouvelles, y compris celles que vous voulez transmettre. Comment ça se passe concrètement ? L'élément clé, c'est de laisser à l'autre une totale liberté, et même d'encourager un point de vue opposé. Reprenons l'exemple de l'adolescent et des maths. Au lieu de lui dire « tu dois travailler tes maths », un parent pourrait dire « tu sais, j'y ai réfléchi, il se peut que les maths ne soient pas vraiment ton truc. C'est une matière difficile et tout le monde n'est pas fait pour ça. Tu devrais peut-être te concentrer sur ce qui te réussit le mieux. Quoi qu'il en soit, c'est ta décision et je respecterai ton choix. » Que se passe-t-il dans la tête de l'ado à ce moment-là ? La menace sur sa liberté a disparu, il n'y a plus de pression, au contraire, on lui a redonné les commandes, et d'un coup, l'envie de résister s'envole. Il peut désormais analyser la situation à tête reposée. Il va peut-être se dire « Est-ce que je suis vraiment incapable ?» Ou est-ce que je ne voulais pas le faire juste parce qu'on me forçait, et si je prouvais que je peux y arriver ? En supprimant la pression extérieure, vous permettez à son propre ego et à son besoin de se sentir compétent de prendre le relais et de le pousser à l'action. Il est crucial de briser un mythe ici. Beaucoup pensent que la psychologie inversée n'est qu'une vulgaire manipulation,
et c'est vrai, elle peut le devenir si vos intentions sont mauvaises. Si vous l'utilisez pour pousser quelqu'un à agir contre ses propres intérêts uniquement pour votre profit personnel, c'est de la manipulation. Mais si votre but est d'aider une personne à prendre une décision qui lui sera bénéfique, alors qu'elle s'y oppose par pur entêtement ou par peur, cela devient de l'art de la persuasion et de la bienveillance. Tout est une question d'intention. Les stoïciens n'auraient jamais utilisé leur savoir pour tromper ou nuire à autrui. Leur philosophie est ancrée dans la vertu. C'est pourquoi, avant d'utiliser ces méthodes, posez-vous toujours la question: est-ce que j'agis dans l'intérêt de cette personne ou seulement dans le mien? Si vous encouragez votre enfant à étudier pour lui ouvrir les portes de l'avenir, votre intention est pure. Si vous cherchez à passer plus de temps avec votre partenaire parce que vous tenez à lui et que vous voulez renforcer votre lien, votre intention est tout aussi pure. C'est la sincérité qui empêche l'influence de basculer dans la manipulation. Mais où se situe précisément cette frontière éthique? Elle repose sur une valeur fondamentale, le respect de l'autonomie d'autrui. Là où la manipulation cherche à priver l'autre de son libre arbitre par des moyens détournés, l'influence bienveillante, elle, cherche à élargir sa vision. Elle lui donne les clés pour décider en toute conscience. Utiliser la psychologie inversée de manière éthique, ce n'est pas forcer la main, c'est proposer un autre regard. C'est dire « je me trompe peut-être, mais regarde les choses sous cet angle ». En agissant ainsi, vous offrez à l'autre le droit d'être en désaccord, et ce droit est sans doute la chose la plus précieuse que vous puissiez lui accorder dans un dialogue. Le paradoxe est fascinant. Dès qu'une personne se sent libre de dire non, elle éprouve bien plus de désir à dire oui, parce que ce oui lui appartient désormais. Il n'est plus imposé par l'extérieur. Laissez donc toujours une porte de sortie. Ne poussez jamais votre interlocuteur dans ses retranchements. La véritable force de persuasion réside dans la légèreté et l'absence de contrainte. L'autre doit cheminer vers sa propre décision. Votre rôle n'est pas de le pousser, mais simplement d'éclairer son chemin. Faisons maintenant le lien avec la philosophie stoïcienne. Comment ont-ils pu comprendre tout cela il y a déjà 2000 ans? Le cœur de leur doctrine repose sur ce qu'on appelle la dichotomie du contrôle. Épictète disait « Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Ce qui dépend de nous, ce sont nos pensées, nos jugements et nos propres actions. Ce qui n'en dépend pas, c'est l'opinion des autres, leurs décisions, leurs émotions ou encore les aléas du monde extérieur. L'erreur dont nous parlons, cette pression directe, c'est de vouloir contrôler ce qui nous échappe, la volonté d'autrui. Le stoïcien comprend que c'est une perte d'énergie inutile qui ne mène qu'à la frustration. Au lieu de cela, il se concentre sur ce qu'il maîtrise, ses paroles et ses actes. Il ne cherche pas à forcer l'autre à agir. Il ajuste son propre comportement pour créer les conditions favorables aux résultats attendus. Il ne pousse pas la rivière, il en modifie le lit. C'est un changement de perspective fondamental qui libère de l'anxiété et donne un véritable pouvoir sur la situation. L'un des outils les plus puissants du stoïcisme, qui s'intègre d'ailleurs parfaitement à la psychologie inversée, est la préméditatio malorum, ou la préméditation des maux. À l'origine, cette pratique consiste à visualiser les pires scénarios possibles pour s'y préparer mentalement et ne plus en avoir peur. Sénèque conseillait d'ailleurs de se confronter par la pensée chaque jour à la pauvreté, à l'exil ou à la maladie. Mais ce même outil peut aussi devenir un levier d'influence redoutable. Comment? Tout simplement en mettant en avant les difficultés et les obstacles potentiels. Au lieu de survendre votre idée, vous faites l'inverse. Vous exposez ses points faibles. Vous agissez comme si vous vouliez mettre votre interlocuteur en garde. Par exemple, si vous proposez un nouveau projet à un collègue, ne lui dites pas « c'est une opportunité en or pour toi ». Oh non. Dites-lui plutôt « écoute, j'ai un projet en tête, mais honnêtement, il est très complexe. Ça va demander énormément de travail. Les délais sont ultra serrés et rien ne garantit que ça fonctionnera. C'est peut-être un peu trop stressant pour le moment, tu n'as peut-être pas intérêt à t'embarquer là-dedans. » En agissant ainsi, vous désamorcez toutes les objections à l'avance et vous lancez un défi à son ambition.
vous ne cherchez plus à le convaincre, vous dressez un obstacle qu'il aura de lui-même envie de franchir. Prenons un autre exemple pour illustrer la préméditation des mots. Imaginons que vous vouliez convaincre un ami de se mettre au sport. Au lieu de lui sortir le discours habituel « Allez, viens à la salle, c'est génial, tu vas te sentir super bien », essayez plutôt l'approche stoïcienne. Dites-lui quelque chose comme « Tu sais, je vais à la salle en ce moment, mais franchement, c'est un calvaire. Il faut se lever aux aurores, tu as des courbatures partout, tu n'as plus de temps pour rien. Et le pire, c'est que pendant les 2 premiers mois, tu ne vois aucun résultat, tu es juste épuisé. Honnêtement, ce n'est pas pour tout le monde, il faut une volonté d'acier. Qu'est-ce que vous venez de faire ? Vous avez dépeint un tableau brut semé d'embûches, vous ne lui vendez pas du rêve, et c'est précisément ce qui inspire confiance. Votre ami sent que vous n'essayez pas de le manipuler. Mais en même temps, vous piquez son orgueil. Dans sa tête, il va se dire « Quoi ? J'aurais pas assez de volonté, moi. S'il y arrive, pourquoi pas moi ? Je ne suis pas plus faible qu'un autre. » Au final, vous ne le tirez pas par le bras. Vous placez simplement une barre devant lui, et c'est lui qui décide de la franchir. Vous venez de transformer une corvée ennuyeuse en un véritable défi personnel. Un autre principe fondamental du stoïcisme est que l'obstacle est le chemin. Comme l'écrivait Marc Aurèle, ce qui entrave l'action favorise l'action. Ce qui barre le chemin devient le chemin. Pour un stoïcien, une difficulté n'est pas un problème, mais une occasion d'exercer sa vertu, que ce soit le courage, la patience ou la sagesse. Quel est le rapport avec notre sujet ? La résistance d'une personne, son entêtement ou son non catégorique, c'est précisément cet obstacle. Là où la plupart des gens essaieraient de forcer le passage, de contourner ou de briser cette résistance, le stoïcien, lui, en utilise l'énergie. Quand quelqu'un vous dit « non », il déploie une force certaine. Au lieu de lutter contre cette force, apprenez à la rediriger. Donnez-lui raison. Tu as raison. C'est effectivement une mauvaise idée. Je suis content que tu aies souligné ses points faibles. En faisant cela, vous ne débattez plus. Vous accueillez sa résistance. C'est désarmant. Votre interlocuteur s'attend à un affrontement et vous lui offrez la paix. À cet instant précis, son énergie de résistance, ne rencontrant plus aucun barrage, finit par se retourner contre ses propres arguments. Pour rééquilibrer la situation, il pourrait même se mettre à chercher, de lui-même, des points positifs dans l'idée qu'il rejetait l'instant d'avant. Le troisième pilier du stoïcisme, essentiel pour maîtriser la psychologie inversée, est le amor fati, ou l'amour du destin. C'est l'idée d'accepter tout ce qui nous arrive comme une nécessité, voire comme un bienfait. Il ne s'agit pas d'une résignation passive, mais d'une adhésion active à la réalité. Quel est le lien avec l'art de convaincre ? Il est immense. Dès que vous désirez ardemment obtenir quelque chose de quelqu'un, vous devenez dépendant de sa décision. Cette dépendance transparaît malgré vous sur un plan non verbal. Votre insistance, votre anxiété, votre tension, tout cela trahit votre besoin. Or, le besoin fait fuir. Nous nous écartons instinctivement de ceux qui attendent désespérément quelque chose de nous. Le stoïcien, lui, en pratiquant l'amor fati, est intérieurement prêt à toute éventualité. Il propose son idée, mais si on lui oppose un refus, il l'accepte comme faisant partie de l'ordre naturel des choses. Il ne s'agace pas, ne s'énerve pas et ne supplie jamais. C'est justement cette indépendance d'esprit et ce calme profond qui le rendent incroyablement magnétique et convaincant. Parce qu'il ne demande rien, on a naturellement envie de tout lui donner. C'est ce calme stoïque qui est votre meilleur atout. Imaginez 2 scénarios. Dans le premier, une personne essaie de vous convaincre avec une énergie débordante. Elle gesticule, parle vite et multiplie les arguments. Que ressentez-vous ? Probablement une certaine pression et l'envie de prendre vos distances. Passons maintenant au second scénario. Une personne vous expose son idée avec calme, presque avec indifférence. À la fin, elle ajoute simplement « Enfin, c'est toi qui vois. Pour moi, ça n'a pas grande importance. » Laquelle de ces 2 approches vous inspire le plus confiance et d'intérêt ? Très probablement la seconde. Ce détachement émotionnel suggère une absence d'intérêt personnel. On perçoit alors cette personne comme étant objective. Son calme est contagieux.
il nous incite à nous apaiser et à écouter ses paroles sans préjugés. Les stoïciens atteignaient cet état grâce à une discipline mentale constante. Ils apprenaient à dissocier les événements du jugement qu'on porte sur eux. Un refus n'est qu'un refus, pas une catastrophe ni une insulte personnelle. C'est ce super-pouvoir qui fait d'eux de véritables maîtres de l'influence. Voyons maintenant les tactiques concrètes qui découlent de ces principes. La première, et sans doute la plus connue, c'est l'effet du fruit défendu. C'est un fait. Notre cerveau est programmé pour désirer ce qui est rare, interdit ou difficile d'accès. Plus une chose nous échappe, plus elle gagne de la valeur à nos yeux. Les experts en marketing l'ont compris depuis longtemps. Ils utilisent sans cesse des formules comme édition limitée, accès exclusif ou offre valable jusqu'à ce soir. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez utiliser ce même levier dans vos interactions quotidiennes. Au lieu de chercher à imposer une idée, présentez-la comme un privilège ou même comme un secret bien gardé. Prenons l'exemple d'un livre que vous aimeriez faire lire à un enfant. Au lieu de lui dire « lis ce livre, c'est très instructif », essayez plutôt ceci. Ce livre est peut-être encore un peu trop complexe pour toi. Il s'adresse normalement aux plus grands. Résultat, l'intérêt de l'enfant va grimper en flèche. Il aura envie de vous prouver qu'il a déjà la maturité nécessaire pour le découvrir. Ici, vous ne forcez rien. Vous créez du mystère et un sentiment de rareté. En gros, vous lui dites « Voici un trésor, mais il n'est peut-être pas fait pour toi. » Et croyez-moi, c'est infiniment plus puissant que n'importe quelle tentative de persuasion. La deuxième tactique redoutable consiste à offrir une illusion de choix. L'être humain a un besoin viscéral de contrôler la situation. En proposant des options, même si elles mènent toutes deux au même résultat, vous donnez à votre interlocuteur l'impression d'être aux commandes, ce qui le rend bien plus enclin à accepter. C'est une méthode classique avec les enfants. Au lieu de leur ordonner « va te brosser les dents », essayez plutôt « tu préfères utiliser la brosse à dents bleue ou la rouge ». L'enfant se focalise alors sur la couleur et l'obligation de se brosser les dents passe au second plan. Puisqu'il a fait son choix, il s'exécute volontiers. Le principe est exactement le même avec les adultes. Au lieu de demander à un collègue « tu peux m'aider sur ce rapport », demandez-lui plutôt « qu'est-ce qui t'arrange le mieux pour qu'on avance sur ce rapport, cet après-midi ou demain matin ?» Ici, vous ne lui laissez pas l'option de refuser. Vous déplacez la discussion vers les détails logistiques en partant du principe que l'accord est déjà acquis. C'est une approche subtile mais terriblement efficace pour orienter une décision tout en préservant le sentiment de liberté de l'autre. Voyons comment cela s'applique concrètement en entreprise. Imaginez que vous deviez confier une tâche ingrate à l'un de vos collaborateurs. Si vous lui donnez un ordre sec du style « fais ça », vous allez droit vers un blocage, qu'il soit exprimé ou non. À la place, essayez l'approche stoïcienne. Vous l'appelez et vous lui dites « Julien, on a une mission assez délicate sur les bras. Pour être honnête, c'est un travail fastidieux et peu valorisant. J'ai d'abord pensé à confier ça à Martin, mais je ne suis pas sûre qu'il ait les épaules pour assumer une telle responsabilité. J'ai pensé à toi, mais je comprendrai tout à fait que tu refuses, vu la charge de travail que tu as déjà. C'est un vrai défi. Qu'avez-vous fait ici ? Vous avez utilisé la préméditation des mots en présentant la tâche comme difficile d'emblée. Vous avez piqué son orgueil professionnel en le comparant à un collègue. Et surtout, vous lui avez laissé le plein contrôle en soulignant son droit de dire non. Résultat, 9 fois sur 10, pour prouver sa valeur et ses compétences, Julien répondra « Mais non, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Donne-moi ça, je m'en charge. » Ce même principe s'applique parfaitement en amitié. Imaginez, vous mourrez d'envie d'aller voir un film d'auteur, mais vous savez que vos amis ne jurent que par les blockbusters. Si vous insistez en disant « Allez, venez voir ce film, c'est un pur chef-d'œuvre », il y a peu de chances qu'ils vous écoutent. Tentez plutôt une autre approche. Dites-leur « Les gars, il y a un film vraiment spécial qui sort en ce moment. La critique l'encense, mais je suis presque sûre que vous allez trouver ça lent et ennuyeux. Ce n'est clairement pas pour tout le monde. On ferait mieux d'aller voir un film d'action, comme d'habitude. »
En faisant ça, vous dévaluez votre propre choix en anticipant leurs réactions négatives. Cela retire toute forme de pression, mais dans le même temps, vous piquez leur curiosité. Ils vont se demander « C'est quoi ce film? Pas pour tout le monde. » Et si on était justement assez fin pour le comprendre? Vous flattez leur envie de se sentir spéciaux, de sortir du lot. Et là, il y a de fortes chances qu'ils proposent d'eux-mêmes. Et si on tentait le coup finalement? On va le voir, ton film bizarre. Ce qui est fascinant, c'est que la psychologie inversée fonctionne aussi sur nous-mêmes. Notre cerveau a naturellement tendance à résister à la contrainte. Quand on se répète « je dois me mettre au régime » ou « il faut absolument que j'aille courir », on se met une telle pression que l'on finit souvent par se saboter. On commence à procrastiner et à se chercher des excuses. L'astuce, c'est de ruser avec son propre esprit. Dites-vous plutôt « Bon, à partir de lundi, je m'autorise à ne pas courir, pendant toute la semaine. Mais si jamais j'ai une envie soudaine de faire un tour, alors d'accord, pourquoi pas ?» Ou encore « Je ne vais pas faire de régime, c'est beaucoup trop pénible. Je vais juste tester une petite chose. Ce soir, je prends une salade au lieu d'une pizza, juste pour voir. Si ça ne me plaît pas, demain je commande une pizza. » En supprimant ces cadres trop rigides, vous faites tomber votre propre résistance intérieure. Vous transformez une corvée en un jeu ou en une simple expérience, et c'est précisément ce qui rend le chemin vers votre objectif beaucoup plus fluide et agréable. Les stoïciens appelleraient cela la maîtrise de ses propres représentations. Pour conclure, il est essentiel de comprendre le risque majeur, mais aussi la plus belle récompense de cette approche. Le risque, c'est que la psychologie inversée n'est pas une science exacte. Parfois, l'autre va choisir précisément l'option que vous présentiez comme indésirable. Dites à un adolescent que les maths ne sont pas faites pour lui, et il pourrait très bien s'en réjouir et laisser tomber pour de bon. C'est pourquoi, en pratiquant cette technique, vous devez être prêt à accepter n'importe quel résultat avec la sérénité d'un véritable stoïcien. Et c'est précisément là que se cache le plus beau cadeau. Cette méthode vous apprend à abandonner l'illusion de contrôler les autres. Elle vous force à respecter leur choix, quel qu'il soit. Vous cessez d'être un marionnettiste pour devenir un sage jardinier. On ne tire pas sur une plante pour la faire pousser plus vite. On se contente de préparer le terrain, d'arroser et d'apporter de la lumière. Mais choisir de fleurir ou non, cela n'appartient qu'à elle. C'est dans cette acceptation de la liberté d'autrui que résident la force et la sagesse véritable. Résumons l'essentiel. L'erreur la plus fréquente que nous commettons dans nos échanges, c'est de vouloir forcer le passage. On insiste, on argumente, on met la pression, et tout ce qu'on obtient en retour, c'est un mur d'opposition. Le stoïcisme, allié à la psychologie inversée, nous propose une voie radicalement différente. L'idée n'est pas de défoncer une porte fermée, mais d'offrir la clé à l'autre pour qu'il l'ouvre de lui-même. C'est là que tout bascule. On passe de la confrontation à la stratégie, de la contrainte à l'influence véritable. En agissant ainsi, vous ne perdez plus vos nerfs dans des débats stériles. Vos relations deviennent plus authentiques car elles reposent sur le respect de la liberté de l'autre. Et vos objectifs, ils se réalisent presque naturellement parce que les gens ont désormais envie de vous suivre. Rappelez-vous, la vraie force ne consiste pas à imposer, mais à inspirer l'action. Parfois, il suffit simplement de lâcher prise et de faire confiance à l'intelligence humaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si cette réflexion vous a parlé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains rendez-vous avec la sagesse. Et j'aimerais vous poser une question. Dans quelle situation vous heurtez-vous le plus souvent à l'entêtement des autres? Partagez votre expérience dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire.